Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Secrétaire général de la CGT. Nous traversons une crise inédite, sans précédent, sanitaire d'abord, économique et sociale ensuite. On commence à en voir les premiers effets. Et on voudrait voir avec le secrétaire général de la CGT comment les salariés demain vont voir leur vie bouleversée par une organisation économique et sociale qui va sans doute bouger. On annonce une baisse cette année de plus de 10% de la richesse créée. On annonce aussi un taux de chômage qui sera dans ces eaux-là aussi, plus de 10%. Et en même temps, on parle d'un nouveau monde, comme souvent à partir de crises aussi exceptionnelles. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de solidarité, c'est vrai que les services publics ont sans doute été réhabilités dans cette crise. Le télétravail a émergé, la décentralisation est revenue un petit peu sur le devant de la scène. Et puis on en parlera, peut-être que la démocratie sociale a marqué quelques étapes. Ça, c'est le monde d'après qu'on voudrait construire sur ces différents terrains, mais en même temps, les enjeux de court terme vont être très pressants. Des restructurations massives à la rentrée, ça a déjà commencé d'ailleurs, des faillites en pagaille, et puis surtout le chômage des jeunes qui va arriver à la rentrée avec 700 000 jeunes qui vont essayer de trouver une place sur le marché du travail, et la crise sanitaire qui n'est pas tout à fait évacuée encore. Dans d'autres pays, on le voit bien, mais même en France, on est encore très prudent. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas, quand certains réclament un nouveau monde après cette crise épidémique inédite, est-ce qu'il n'y aura pas des enjeux de court terme qui rattraperont tout le monde et qui feront que le monde ne va pas tant changer que ça demain et qu'on peut repartir sur des bases similaires ? Effectivement, il y a plusieurs, on peut graduer les urgences. La première étant de mettre en œuvre, y compris ce que le président de la République a dit durant cette crise. Il a évoqué plusieurs choses, nos services publics, notre système de santé qu'il fallait revaloriser. Il a évoqué, selon son expression, première ligne, deuxième ligne et les premiers de corvée, en mettant en avant notamment les questions de salaire. Je crois que les urgences, elles sont là. Elles sont là, et y compris si on veut relancer la consommation, on sait bien que ce ne sont pas ceux qui sont autour du SMIC ou proches du SMIC qui épargnent. Quand ils ont de l'argent, ils dépensent. Donc ces urgences-là, elles sont essentielles. Et il ne faut pas opposer, comme on l'a trop souvent fait, l'emploi et les salaires. C'est ça les urgences. La deuxième urgence, effectivement, c'est les jeunes. On voit bien, et les chiffres le démontrent, que même si le gouvernement s'est vanté d'avoir réduit le chômage, effectivement, le chômage a baissé, mais sur une qualité de l'emploi qui était très précaire. Or, les premières victimes de la crise sanitaire, ce sont les jeunes qui étaient en CDD, les 300 000 intérimaires au chômage durant ces 2 derniers mois. Donc, plutôt que de travailler des statistiques, travaillons la qualité de l'emploi. Donc voilà les urgences. Effectivement, derrière, il faut repenser un modèle économique et social, notamment en termes d'industrie, on aura l'occasion d'en reparler, en termes de droits des salariés. On voit bien que ce qu'on nous a présenté comme le travail de demain, les auto-entrepreneurs, etc., c'est pas fiable sur le long terme. Donc, et puis les services publics et la santé. Notre système de santé est un des meilleurs au monde. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, mais il est très 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 affaibli. Et la crise du Covid a été révélatrice de tous les maux que le personnel soignant et l'ensemble du personnel hospitalier dénonçaient depuis des mois et des mois. Reconnaissance des qualifications, les salaires, j'en ai parlé, mais aussi les moyens pour l'hôpital. Bon, voilà les sujets urgents à court, à moyen et à long terme. L'État a aidé massivement les entreprises et donc les salariés pendant la crise, chômage partiel, les prêts garantis par l'État pour passer le cap de trésorerie, quelques plans sectoriels aussi dans l'automobile ou dans l'aérien, des charges sociales décalées ou annulées selon les secteurs. Bon, maintenant le problème c'est la sortie de crise. Alors il y a des mesures européennes, l'emprunt européen, peut-être que la solidarité européenne va jouer un peu plus, une relance massive qui est annoncée pour le mois de juillet. Le chômage partiel qui va continuer, en tout cas dans certains secteurs, même si l'indemnisation publique sera moindre.
Et puis du côté des entreprises, on voit bien qu'on se cherche et que les syndicats sont parfois confrontés. On évoquait à l'instant le rapport entre emploi et pouvoir d'achat, par exemple à des accords de performance collective. Et un collègue syndicaliste que vous connaissez bien disait récemment que ces accords laissent parfois un souvenir amer et que les salariés préfèrent parfois un PSE, un plan social immédiat, plutôt qu'un accord de performance collective auquel ils ne croient pas. On vient d'annoncer la fermeture de l'usine Smarca en Bar. Justement, il y a 4 ans, il y avait une mesure de ce type avec un relèvement de l'horaire de 37 à 39 heures sans compensation. Et je pense que les salariés aujourd'hui sont sans doute très déçus par la fermeture. Comment la CGT se positionne par rapport à ces enjeux-là qui sont compliqués pour les salariés, qui sont compliqués pour les syndicats? Et effectivement, on va mettre en avant les questions d'emploi et en face des questions de pouvoir d'achat, de conditions de travail ou de temps de travail. La première chose, c'est que certains ont beaucoup décrié notre modèle social. Avant cette crise, c'était quand même à la mode dans les milieux libéraux, patronaux, et y compris au niveau du président de la République. Et puis, on a redécouvert que, par exemple, le chômage partiel, qui existait, c'est pas le gouvernement Édouard Philippe qui a inventé le chômage partiel, ça existait avant. C'est juste l'ampleur du nombre de salariés. Donc, notre système de santé, etc., sont des atouts et sont pas un handicap pour notre pays. C'est bien de le rappeler parce que parfois, trop souvent, on entend le contraire. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a aidé massivement les entreprises, mais une nouvelle fois, on se heurte à quelle conditionnalité des aides et quel contrôle de ces aides. Parce que si on prend l'aéronautique, plus de 10 milliards d'euros de données, que ce soit Air France ou Airbus, et puis derrière, ce sont des suppressions d'emplois. Dans l'automobile, c'est pareil. Donc, si une nouvelle fois, les aides de l'État, donc nos impôts, servent à augmenter le chômage, le curseur, il n'a pas changé par rapport au monde d'avant. Et troisième aspect, on nous revante les mérites des accords. Alors, on peut les appeler agilité, compétitivité, enfin, il y a eu tous les noms depuis je milite à la CGT, j'en ai connu des noms. C'est pas un problème donc de vocabulaire, mais l'exemple de Smart est évidemment significatif, et il y en a bien d'autres. Si on demande aux salariés d'être au nom de la compétitivité, de travailler plus, et travailler plus, ça revient aussi dans quelques discours patronaux, gouvernementaux, pour qu'au final, ces efforts soient récompensés par une fermeture de site. C'est le monde d'avant. Et donc, il y a besoin de faire rapidement, nous semble-t-il, un état des lieux de ce qui ne marchait pas avant pour éviter de recommencer aujourd'hui. Et donc, c'est une autre logique qu'il faut imprimer. Les aides, je l'ai dit, il faut qu'elles soient conditionnées à des résultats en matière d'emploi, qu'elles soient contrôlées. Parce que les aides, c'est soit des licenciements, soit les actionnaires qui en profitent. Donc, c'est ce type de curseur. Alors, effectivement, les syndicats vont être confrontés à des difficultés. C'était le cas chez Smart à la période que vous évoquiez, c'est-à-dire que, premièrement, il y avait du personnel divisé. Les cadres avaient voté majoritairement pour, les ouvriers avaient voté majoritairement contre. Et nous avions dénoncé une usine fracturée. Mais effectivement, si la perspective, c'est de se couper un bras ou les deux jambes, négocier dans ces conditions, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que l'État reprenne la main pour donner un cap différent et pas laisser les entreprises gérer comme elles veulent une situation. Nous pensons par exemple que raisonner en filière, c'est-à-dire qu'il y ait c'est la CGT qui le dit, de la solidarité patronale entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, parce qu'on parle beaucoup des grands groupes, mais les sous-traitants vont beaucoup souffrir, et c'est beaucoup de salariés. Voilà, on raisonne différemment dans l'attribution des aides, dans l'emploi, y compris dans la mobilité, dans cette période de crise. Il faut réfléchir. Voilà quelques pistes que nous soumettons au futur gouvernement. Alors, le gouvernement, justement, est en train d'être remanié, puisque nous avons un nouveau Premier ministre. Il y avait, juste avant la crise sanitaire, 2 réformes emblématiques qui étaient sur le terrain. L'une qui avait été adoptée par le gouvernement, l'assurance chômage, l'autre qui était en cours de façon un peu plus laborieuse, la réforme des retraites.
tout le monde considère aujourd'hui que la priorité est à l'emploi et qu'on va avoir une relance économique qu'il faut massive, mais qui va sans doute être tortueuse, chaotique, pas aussi franche et aussi nette qu'on pourrait l'espérer. Sur ces deux terrains, l'assurance chômage et la réforme des retraites, la CGT pense quoi? J'entendais hier Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux qui avaient un point d'accord là-dessus, qui disait que sur la réforme des retraites, en tout cas, il fallait penser à autre chose et que la bataille de l'emploi devait préoccuper tout le monde et mobiliser toutes les énergies et qu'il fallait la laisser de côté. Sur l'assurance chômage, premièrement, quand tous les syndicats de ce pays sont contre une réforme, c'est rare. Ça mérite d'avoir une autre attention que de passer en force comme l'a fait le gouvernement et le président de la République. Et puis on voit bien que si le gouvernement a gelé cette assurance chômage, c'est-à-dire a décalé ses effets au moins pour la deuxième partie, c'est que ces amortisseurs sociaux, comme on dit, ils sont utiles en temps de crise. Et donc nous considérons que maintenir l'assurance chômage, enfin la réforme de l'assurance chômage, c'est le monde d'avant. On n'est pas chômeur par goût. On n'est pas chômeur parce que chômeur n'est pas un métier. Et donc, il faut revenir, et puisqu'on parlait des jeunes, il faut améliorer, par exemple, les prestations chômage, parce qu'ils n'en ont aucune pour les primo-demandeurs d'emploi. L'effort qui a été fait sur l'apprentissage n'est pas suffisant pour... En tout cas, ça c'est la partie apprentissage. Sur l'apprentissage, par exemple, permettre à des entreprises d'accueillir des apprentis, c'est bien, mais permettre aux apprentis de trouver du boulot à la sortie de leur apprentissage, et c'est mieux. Et donc, c'est ça, conditionner des aides, c'est-à-dire on vous aide à accueillir les apprentis, mais à la fin, il faut leur trouver du boulot dans votre entreprise, où je reviens, ou dans la filière. Donc, sur les retraites, moi j'ai eu l'occasion de le dire, si les priorités c'est l'emploi, la lutte contre le chômage, l'industrie, parce que j'insiste sur l'industrie, on parle de relocalisation, à quoi cela sert-il de remettre sur le tapis quelque chose qui a profondément marqué notre pays par des grèves, par des mobilisations. C'est ça que souhaite le gouvernement. Soit on est alors je ne sais pas si on est dans l'acte 3, mais soit l'acte 3, après un acte 2 dont on n'a pas vu la différence avec l'acte 1, c'est plus de dialogue social, soit c'est du conflit et j'ai raison tout seul, c'est-à-dire le président de la République a raison tout seul, et il se met à dos tout le monde. Parce que oui, moi aussi j'ai noté que même la CFDT, qui est favorable à la réforme de la retraite, dit c'est pas le moment. C'est pas le moment, dans des termes d'ailleurs assez de la part de Laurent Berger assez clairs. Donc on a autre chose à faire que de remettre sur le tapis des questions qui ont largement fracturé notre pays et avec ces mobilisations. Alors on évoquait les services publics tout à l'heure. Je disais qu'ils avaient été en partie réhabilités par la gestion de la crise sanitaire et tout le monde a salué notamment l'implication, l'engagement des personnels hospitaliers, enfin plus largement dans le secteur médical. Il y a peut-être un changement là aussi à opérer. On a revu aussi le poids des territoires, le poids des maires, le poids des régions dans la gestion de la crise sanitaire. Il y a peut-être une réflexion à avoir à la fois sur les services publics et puis sur cette organisation de notre pays avec un État très centralisateur, pas toujours lui-même déconcentré. On le voit bien d'ailleurs avec les agences régionales de santé. Quelques-unes ont joué un rôle très efficace, je pense notamment à l'Île-de-France, d'autres ont été critiquées parce qu'elles sont dans une démarche plus financière que d'organisation des soins. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à repenser en matière de déconcentration de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à repenser en matière d'équilibre au sein de la puissance publique entre les collectivités régionales, territoriales, en tout cas les mairies? Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à repenser en matière de dialogue social sur les territoires pour sortir de quelque chose qui marche peut-être relativement bien du côté des branches d'industrie ou parfois des filières, qui marchent parfois un peu moins bien au niveau des territoires? C'est effectivement, tout le monde a salué, même ceux qui les critiquaient avant la crise, les services publics et l'hôpital. Il faut, par exemple, que le Ségur de la santé aboutisse rapidement, mais à partir des propositions que font l'ensemble des organisations syndicales. C'est 4 points majeurs. C'est les salaires, c'est la reconnaissance des diplômes, parce que c'est anormal qu'un bac+3, comme les infirmières dans l'hôpital, ne soit pas payé évidemment comme leurs homologues européens, mais même pas comme des bac+3 dans l'industrie, par exemple. Il y a la question de l'emploi.
il manque des dizaines de milliers d'emplois. Et puis, le maillage territorial. Pour en venir à votre question sur... nous pensons qu'il faut un État qui évite des disparités territoriales. Donc, il faut des lois pour ça. Par exemple, puisque je parlais des diplômes des infirmières, on ne pourrait admettre que dans telle région, un diplôme d'infirmière ne soit pas payé autant que dans une autre région. Ça, c'est le cadre d'État. Mais il y a des besoins régionaux, territoriaux. Toutes les luttes qu'il y a eu dans les territoires contre la fermeture d'hôpitaux de proximité, par exemple, contre la fermeture de maternités, oui, il y a besoin de revoir ce maillage territorial avec des lignes directrices de l'État, mais une prise en compte des spécificités territoriales, parce que tous les territoires ne se ressemblent pas. Et de ce point de vue-là, les agences régionales de santé sont plus des relais de Bercy que des relais des besoins des populations en matière de santé. Moi, je suis toujours effaré quand je vais dans les hôpitaux rencontrer le personnel, de voir des directeurs qui me présentent des camemberts ou des histogrammes sur la réduction de dépenses, plutôt que de me dire voilà comment on a sauvé de vie, voilà comment on soigne les patients. Et c'est bien de ça que souffre. Donc, il faut une cohérence nationale. Et ça, c'est le rôle de l'État, dans tous les services publics, et prendre en compte, à partir de ces règles nationales, les spécificités territoriales, parce qu'une grande agglomération a certainement des problématiques différentes qu'un département plus rural. Alors en matière d'organisation sociale dans les entreprises, il y a quelque chose qui va sans doute bouleverser la vie des salariés, la vie des entreprises, donc qui va préoccuper les syndicats, c'est le développement massif du télétravail auquel on a insisté pendant la crise. Alors qui ne concerne pas tous les salariés, on dit que c'est à peu près un tiers qui en ont bénéficié ou qui l'ont parfois subi, c'était pas toujours un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette révolution ? Je crois que c'était Daniel Cohen, l'économiste, qui disait récemment que c'est sûrement avec la transformation numérique une révolution aussi importante que le travail à la chaîne au début du siècle dernier. Bon, on connaît les avantages, les opportunités, un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, peut-être un peu moins de temps dans les transports, beaucoup plus d'autonomie pour les salariés, encore que ça dépend aussi des pressions de la hiérarchie et du type de travail qui est fait. On connaît aussi les risques. D'abord, ça peut creuser les inégalités entre ceux qui bénéficient du télétravail et ceux qui ne peuvent pas y accéder compte tenu de la nature des métiers. Ça coupe du collectif. Je veux dire, une entreprise, c'est aussi un lien social, c'est aussi un projet collectif. Ça peut développer un individualisme qui est déjà en cours dans la société depuis des années. Et puis, ça peut être source aussi pour les entreprises de gains de productivité mal maîtrisés pour le salarié. Comment les syndicats et comment la CGT se positionnent par rapport à ça en évitant peut-être les deux excès ? Une espèce d'enthousiasme un peu débridé pour se féliciter du développement du télétravail, ou alors la négation de ce qu'il a pu produire pendant la crise. Et puis accessoirement, comment les syndicats aussi vont modifier leur rapport avec les salariés si le télétravail se développe. Alors, la première chose, c'est on parle beaucoup de télétravail durant cette crise. Il faut faire la différence entre télétravail et travail à la maison. Beaucoup de salariés ont travaillé à la maison. Donc travailler à la maison, c'est s'occuper de ses enfants qui n'allaient pas à l'école. C'est pas les meilleures conditions. C'est partager un ordinateur à 3, à 4, parce que si le couple est en télétravail et qu'on n'a pas 2 ordinateurs, plus les enfants. Donc le télétravail mérite une vraie définition. C'est ce que nous avons demandé au MEDEF, et pour l'instant, on fait un état des lieux, mais il faut un accord national interprofessionnel qui définisse la réalité du télétravail. Le télétravail, c'est pas des heures supplémentaires ou des heures supplémentaires masquées, c'est du matériel, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Donc la CGT, elle souhaite un accord national interprofessionnel sur le télétravail qui peut être décliné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le télétravail, ça peut pas être 5 jours sur 5, voire 7 jours sur 7 si on délimite pas. Parce que, effectivement, nous croyons au collectif de travail. Au collectif de travail, pour éviter les divisions sociales déjà, parce que c'est mais aussi parce que la richesse d'un collectif en matière de créativité, elle n'est plus à faire. Or, on nous a inventé pendant des années et des années le travail en équipe. Moi, je suis dans une entreprise Renault où on avait que ça à la bouche. Les open space étaient là pour favoriser. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, la solution, c'est chacun dans son coin. Donc, ça peut pas être 5 jours sur 5. Et puis, évidemment, des salariés
à juste titre, pense que plutôt que de passer 2 heures dans les transports en commun, vaut mieux rester à la maison. Mais plutôt que de les laisser à la maison, revoyons la mobilité, notamment dans les grandes agglomérations. C'est un vrai sujet, y compris pour les questions d'environnement. Améliorons le transport collectif, améliorons les offres de transport pour passer moins de temps dans les transports et passer du temps avec ses collègues. Donc là aussi, il faut un état des lieux. Moi, ce que je vois, c'est qu'un certain nombre d'entreprises avaient déjà ça en tête et la crise va leur permettre non seulement des gains de productivité, j'entends déjà des chefs d'entreprise qui disent ça fait des loyers en moins à payer. Parce que les locaux rétrécis, on sait bien les questions ces questions-là, elles pèsent. Mais c'est aussi de la division, c'est aussi de la division du personnel. C'est des oppositions. On parlait salaire, reconnaissance des qualifications. Comment on va pouvoir se contacter pour savoir dans un même projet qui a eu une augmentation, qui n'en a pas eu, qui est reconnu. Alors évidemment, pour les syndicats, ça pose d'autres questions, mais voilà, il faut que les entreprises aussi évoluent de ce point de vue-là. Moi, je suis là aussi dans une entreprise où il y a beaucoup de collègues qui travaillent en projet dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et il faut que dans le droit syndical, les déplacements soient autorisés et même accélérés pour les représentants des salariés, que le net ou l'intranet ne soit pas réservé au travail, mais aussi au dialogue social et au lien avec ses salariés. Vous voyez, on a plein d'idées. D'accord. Je vois. Alors, il y a un autre problème qui est monté très fort dans la crise, c'est l'équilibre à trouver entre les enjeux environnementaux, écologiques, et puis les enjeux économiques et sociaux. Alors bon, il y a là aussi des propos parfois enthousiasmants qui montrent que tout ça peut se concilier sans problème. La réalité est un peu plus compliquée et on voit bien dans l'automobile, dans l'aérien, que s'occuper de la planète demain et faire en sorte que l'empreinte soit un peu moins négative de la part de certaines activités, c'est compliqué. L'automobile et l'aérien sont de bons exemples. Vous parliez de l'entreprise que vous connaissez bien, Renault. J'entendais récemment Jean-Dominique Sénard qui, tout en privilégiant le développement des moteurs hybrides et des moteurs électriques, laissait entendre qu'on était peut-être allé un peu vite pour sortir du diesel et que ça contribuait à avoir quelques problèmes économiques et sociaux un petit peu lourds. Je voyais Louis Gallois récemment dans une interview qui disait que les règles européennes étaient déjà très contraignantes pour l'automobile et qu'il ne fallait pas aller plus loin, et qui disait dans l'aéronautique que si l'État est en droit de modifier les trajectoires, surtout quand il met de l'argent, il fallait d'abord aujourd'hui, avec la crise sanitaire, sauver les entreprises. Donc on voit bien qu'il va y avoir des équilibres à trouver et que si on bascule dans une forme de croissance verte demain, il faudra aussi accompagner les transitions pour les salariés, peut-être revenir à ce qu'un ouvrage il y a 25 ans fait par le commissariat au plan parlait évoquait en termes de contrat d'activité, il parlait du travail dans 20 ans et il évoquait des transitions un peu lourdes. On voit bien que ça va poser des problèmes sociaux et que cet équilibre ne va pas être facile à trouver. Comment la CGT se situe par rapport à ça ? Alors, la première chose, c'est que nous, on refuse d'opposer vieille industrie et industrie du futur. Ça a joué beaucoup de problèmes. C'était un peu la tarte à la crème. Il y a des très vieilles entreprises qui, avec des investissements, peuvent devenir des entreprises d'avenir, sont des entreprises d'avenir, et préservant l'environnement. Moi, je peux dire que j'en ai parlé au président de la République, ceux qui étaient ministres jusqu'à maintenant. On a l'exemple de Luxfer, par exemple, qui est une entreprise qui fabrique des bouteilles pour mettre de l'oxygène. Une entreprise fermée parce que pas assez rentable. J'ai pas dit pas rentable, pas assez rentable, qu'on ferme, laissant sur le carreau plusieurs dizaines de salariés. Voilà concrètement des entreprises du futur, parce que médicales, etc. Des exemples, l'exemple de la Chapelle d'Arblay, qui est le papier, c'est une très vieille industrie, et pourtant c'est une industrie qui recycle du papier, une entreprise qui recycle du papier, qui avec les déchets fait de la biomasse, qui est à côté de la Seine, à côté d'une gare de fret. Il faut pouvoir avoir des exemples pour concilier l'industrie et l'environnement, et on en a plein. Malheureusement, le gouvernement considère qu'il y a la vieille industrie qu'il faut fermer, pas assez rentable, etc., et puis il faudra en inventer d'autres. Et puis, il y a des industries sur lesquelles il ne faut pas que ce soit les salariés qui payent les erreurs de ces dirigeants. Enfin, dans l'automobile, il y a besoin d'investir, voitures électriques, l'hydrogène, etc. Mais je pense que, par exemple, les moteurs hybrides,
qu'on n'a pas assez développé en France, même si certaines marques commencent à le faire, françaises, enfin une au moins, pour les zones rurales, sont plus adaptées. Ça a pour conséquence de baisser le niveau de pollution et en même temps d'avoir une autre approche sur les emplois moteurs thermiques. Parce que vous savez, une entreprise comme Renault, les petites voitures non polluantes, il n'y en a aucune qui est fabriquée en France. Alors on peut toujours se poser les questions, y compris sur relocalisation. Donc il faut qu'on ait une autre vision de l'industrie. Il faut des relocalisations, mais il faut aussi développer Par exemple, la CGT porte un projet de développement d'une filière d'imagerie médicale, ça fait 10 ans. Il y a beaucoup de ministres de l'industrie ou de l'économie qui se sont succédés, y compris un certain Emmanuel Macron. Pour l'instant, ça avance, mais il n'y a toujours pas de filière d'imagerie médicale en France. Pourtant, voilà, une industrie moderne, avec des gens qualifiés et d'avenir, avec ce qu'on vient de vivre. Alors Philippe Martinez, puisque vous abordez ce thème, j'en aborderai un dernier. La crise a fait ressurgir, même dans les milieux les plus attachés à une forme de mondialisation débridée, les enjeux de souveraineté économique, nationale ou européenne d'ailleurs, face à la Chine et aux États-Unis notamment, les enjeux de relocalisation d'activités industrielles. Bon, maintenant, c'est bien d'éviter d'éclater les chaînes de valeur sur toute la planète. Deux questions se posent. Est-ce que les entreprises peuvent accepter un taux de rentabilité inférieur si on relocalise ou si on développe une activité avec des coûts salariaux forcément plus élevés dans les pays qui sont les nôtres? Et deuxième question tout aussi importante, est-ce que le consommateur qui bénéficie des prix liés à cette délocalisation massive qui est intervenue ces dernières années est prêt à accepter un renchérissement des produits qu'il aura à consommer par la suite? Et derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi, puisque je parle de solidarité, de souveraineté à l'échelle européenne, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme de syndicalisme à construire demain, pas seulement national, mais au niveau européen? Alors, il y a plusieurs questions, on a beaucoup même. En tout cas, si les gens ont les moyens de consommer des produits respectant et l'environnement et le social, c'est-à-dire plus cher, donc les salaires, ils le feront. Qu'est-ce qui freine la consommation? C'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, et d'ailleurs on se bat à l'échelle, enfin les syndicats à l'échelle européenne ou mondiale, par exemple, pour avoir un salaire minimum européen. Ça avance, c'est long, mais ça avance, et on devrait finaliser un texte qui montrera. Nous sommes pour un protectionnisme social et environnemental. La concurrence libre et non faussée. Au niveau national, au niveau européen? Au niveau européen et pourquoi pas mondial. Il y a l'ONU, l'OIT fait partie de l'ONU, l'Organisation internationale du travail. Elle définit des règles minimums sur la planète. Le droit de grève, la liberté de se syndiquer. Vous savez, si dans les appels d'offres, rien que les appels d'offres sur les marchés publics, on faisait respecter ces deux règles-là, il y a quelques pays et quelques entreprises, je ne les citerai pas, mais vous voyez ce que je veux dire, qui n'auraient pas accès au marché public. Donc, un protectionnisme social et environnemental, voilà une piste pour non pas dire on va garder nos privilèges, comme je peux l'entendre, mais pour que mettre devant leur réalité tous les responsables politiques du monde entier, et puis aider les peuples qui sont soumis à la pression à se dire si on veut avoir accès à d'autres marchés, augmenter nos salaires, laissez-nous nous syndiquer, laissez-nous faire grève. C'est une autre. Et puis que les entreprises fassent moins de marge, et que les actionnaires aient moins d'argent. C'est pas demain qu'ils dormiront sous les ponts, donc partageons les richesses d'une autre façon. Et vous sentez qu'au niveau européen, les syndicats peuvent trouver un chemin commun pour atteindre ce type d'objectif? Écoutez, en tout cas, je vois une évolution. Ça gagne de plus en plus de pays. Il y a encore quelques blocages dans les pays scandinaves, mais je pense que la CES, Confédération européenne des syndicats, est en mesure de produire très rapidement un texte un texte de base pour définir un salaire minimum européen, lutter contre le dumping social. Je pense que c'est une bonne chose pour l'Europe. Et on ne sera pas sur ces oppositions du fameux coût du travail ou de je ne sais quoi. Il faut justement ce protectionnisme social et environnemental, les deux vont de pair, évidemment, pour éviter le dumping social et le dumping environnemental. C'est comme ça qu'on sauvera des emplois et qu'on sauvera la planète. Merci Philippe Martinez. Merci à vous.